Gibori est en ligne avec nous. Bonjour Louis. Bonjour Jean-Baptiste. Et nous vous retrouvons Louis pour cette revue de presse tournée vers la tournée asiatique de Donald Trump, justement. Louis Gibori. C'est un voyage qui a commencé par une étape toute particulière à la symbolique presque troublante. C'est le 3 novembre à Hawaï, Pearl Harbor plus précisément, que le président américain a lancé sa grande tournée en Asie, d'où il a fêté le premier anniversaire de son élection mercredi dernier. Après avoir commémoré les militaires américains tués lors de l'attaque surprise japonaise du 7 décembre 1941, Donald Trump a rejoint le Premier ministre Shinzo Abe à Tokyo, première étape de ce qui sera son plus long voyage à l'étranger jusqu'à présent. D'une durée de 12 jours, ce voyage est d'ores et déjà présenté par la Maison-Blanche comme le plus long d'un dirigeant américain dans la région depuis 25 ans. Après l'étape d'Hawaï, le président américain et son épouse se sont rendus au Japon, puis en Corée du Sud avant de gagner Pékin mercredi dernier. Le voyage se poursuivra au Vietnam et il terminera aux Philippines avec la rencontre de Rodrigo Duterte, souvent présenté comme le Trump local en raison de son impulsivité et de ses outrances. Mais l'attention se focalise sur la Corée du Nord alors que la tension avec les États-Unis s'est récemment ravivée. À première vue, ce voyage semble même avoir ce souci diplomatique pour principal objectif. Organisé rapidement et ne comptant que peu d'experts de la région au sein de la délégation, l'agenda américain semble répondre à l'escalade verbale et militaire ayant récemment opposé Donald Trump et Kim Jong-un. Les premières étapes du voyage à Tokyo et Séoul, deux ennemis désignés du régime nord-coréen et se trouvant en première ligne face aux menaces de Pyongyang, semblent aller dans ce sens. Bien loin de ses déclarations au siège des Nations Unies qualifiant Kim Jong-un de Rocketman, Donald Trump a tenu à assurer dès son arrivée en Corée du Sud. Au final, on trouvera une solution, on finit toujours par trouver une solution, il faut qu'on trouve une solution, ajoutant plus tard qu'il serait logique que la Corée du Nord vienne à la table de négociation pour conclure un marché, ces fameux deals si chers au président américain. La stratégie américaine semble désormais consister à multiplier les pressions sur le régime nord-coréen dans le but de lui faire renoncer à l'arme nucléaire. Après avoir rassuré ses alliés au Japon et en Corée du Sud, c'est donc en Chine qu'il poursuivra cette stratégie d'endiguement, pour reprendre l'expression de George Kennan, puis au Vietnam où il rencontrera le président russe au sommet de l'APEC, Vladimir Poutine, duquel il souhaite obtenir, selon ses termes, de l'aide dans ce dossier. Mais les alliés régionaux des États-Unis ne semblent pas forcément rassurés, Louis Gibori. Si Donald Trump applique vis-à-vis de la Corée du Nord une politique qui aurait pu aussi être celle de ses prédécesseurs, sa rhétorique bouscule les codes de la diplomatie et une culture asiatique peut porter sur des démonstrations tapageuses. Surtout depuis son élection, Donald Trump répète à ses alliés européens et asiatiques qu'il faudra désormais mieux partager le fardeau des dépenses militaires qui ne va pas sans inquiéter la Corée du Sud et le Japon. Ces questions économiques sont également au cœur de son voyage. S'il participera au sommet des deux principales organisations politiques et économiques régionales, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, et la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique, APEC, ce sera pour établir de nouvelles relations après son retrait du traité de libre-échange transpacifique dont le Vietnam et le Japon sont signataires. Souhaitant obtenir un rééquilibrage des échanges commerciaux entre l'Asie et les États-Unis, le président américain devra en parallèle assurer la compétitivité économique de ses entreprises face à la Chine. L'étape chinoise président américain qui sera sans doute le point phare de ce voyage, Louis Gibori. En effet, si à première vue les problématiques sécuritaires posées par Kim Jong-un semblent en être la principale motivation, son objectif majeur consiste en réalité à faire contrepoids à l'influence chinoise croissante et notamment à freiner l'aspiration de Pékin à contrôler la mer de Chine méridionale et de Chine orientale. C'était d'ailleurs une des priorités de Barack Obama, bon connaisseur de l'Asie où il avait vécu, établir un pivot asiatique au détriment de l'Europe pour faire face à l'irrésistible ascension chinoise. Le traité transpacifique s'inscrivait d'ailleurs dans cette logique. Mais si les États-Unis ont besoin de la Chine, notamment dans le dossier nord-coréen, l'inverse n'est pas aussi exact. Si Xi Jinping peut se satisfaire du symbolisme de la présence d'un président américain à Pékin, il n'en attend pas grand-chose de concret, n'en ayant simplement pas besoin. Celui que Donald Trump a récemment qualifié de roi de la Chine semble désormais au fait de sa puissance après le 19e congrès du Parti communiste, dont il est ressorti comme le dirigeant le plus fort depuis des décennies à la tête d'un pays désormais capable d'ébranler une puissance américaine affaiblie. À l'offensive sur le plan international avec son projet de nouvelle route de la soie, Xi Jinping a promis que la Chine prendrait une place encore plus centrale sur la scène internationale dans cette nouvelle ère qui s'ouvre. Et le contraste est saisissant entre le président américain
Peinant à imposer son programme au Congrès, dont l'administration fait l'objet d'une enquête judiciaire et qui vient de subir des défaites électorales locales, et de l'autre côté, un président chinois plus fort que jamais. Maître incontesté de l'appareil politique de son pays, Xi Jinping ne sera bientôt plus seulement le roi de la Chine. C'était Luigi Bori pour la revue de presse concernant la tournée asiatique de Donald Trump. Merci Luigi Bori.